Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai l'immense privilège de vous proposer cette vidéo qui est dédiée à My Father's Work, le secret de mon père, un jeu qui était sur Kickstarter jusqu'à tout récemment et lorsque le jeu était en campagne de financement, j'avais de la difficulté à me faire vraiment une idée sur celui-ci. C'est pourquoi aujourd'hui, tant qu'à avoir un prototype sous la main, j'ai décidé de vous en faire la présentation. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici devant My Father's Work, le secret de mon père. Ce jeu pour 2 à 4 joueurs dont la campagne de financement vient tout juste de prendre fin sur Kickstarter. Vous devez toutefois savoir qu'il est possible tout de même de précommander le jeu en passant par le Late Pledge qui est disponible sur la page de la campagne. Prenez en note que la copie que vous avez présentement sous les yeux est un prototype. Alors la qualité du matériel, le visuel se rapproche de ce que le jeu final voudrait proposer. Toutefois, prenez note que certains détails pourraient être sujets à changement. Dans ce jeu, les joueurs incarnent une famille de savants fous qui voudra transmettre leur savoir et compétences machiavéliques ou non à leurs enfants qui feront par la suite la même chose avec leurs propres enfants. C'est pourquoi une partie se joue en 3 générations, chaque génération étant divisée en 3 manches. Chacune de ces manches représente plusieurs années dans la vie de notre famille de savants fous. Alors, on a peut-être les 25 premières années, puis les 25 suivantes, ainsi que les 25 dernières. Une fois qu'on a passé 3 manches, on passe à la prochaine génération. On perdra certaines de nos connaissances et de nos capacités, sauf quelques-unes, bien évidemment, qui auront été transmises d'une génération à l'autre, et la partie va prendre fin à la fin de la 3e génération et de la dernière manche. Le joueur ayant le plus grand nombre de points de victoire remportera la partie. Une fois que vous voudrez vous lancer dans votre partie, vous devrez premièrement choisir un des scénarios disponibles dans la boîte que vous aurez reçue. Ces scénarios sont parfaitement rejouables et vont vous proposer différentes techniques, différentes façons de faire des points. Vous allez débloquer différentes composantes que vous pourrez ajouter ou non à votre partie. Alors dans cette boîte se retrouvent différents éléments de jeu. Ça paraît pas comme ça, mais la boîte est complètement pleine. Évidemment, je ne vous montrerai rien de ça puisque ce sera des surprises que vous pourrez, comme je le disais, débloquer ou non selon les choix que vous ferez. Une fois que vous aurez choisi votre scénario, vous pourrez également lancer l'application. Oui, ce jeu se joue avec une application qui va vous apporter un aspect narratif qui va vous guider lorsque vous aurez certains choix également à faire. L'application vous aidera pour les étapes supplémentaires de la mise en place pour savoir par exemple à quel niveau, à quel degré est-ce que les gens du village à l'époque sont en colère ou sont irrités de voir une famille de savants fous faire toutes sortes d'expérience dans le patelin habituellement tranquille. Vous aurez donc à placer les différents éléments de la mise en place comme une partie standard, mais ajuster celle-ci aux précisions de votre scénario. Ultimement, le secret de mon père est un jeu de placement d'ouvriers. Alors à votre tour, vous prendrez l'un des ouvriers disponibles dans votre domaine et vous allez le placer soit dans l'un des emplacements du village pour l'envoyer faire des emplettes ou des commissions, ou alors vous pourrez de façon alternative placer votre ouvrier sur l'un des emplacements de votre domaine pour lui faire des sales besognes. À noter qu'il existe 4 différents types d'ouvriers, chacun ayant des limitations déterminées par la forme de la base de sa figurine. D'ailleurs, les figurines se retrouvant sur ces bases sont interchangeables, donc ce n'est pas le look de la figurine qui détermine ses capacités, mais bien la forme de sa base. Vous pouvez donc personnaliser vos ouvriers à votre guise. Les 4 différents types d'ouvriers, premièrement, nous avons vous, la figurine à base hexagonale qui peut se déplacer librement entre la ville, mais également votre domaine. À noter que dans la plupart des cas, lorsque vous effectuerez une action dans la ville avec votre avatar, vous pourrez doubler son effet.
Vous aurez également accès à des domestiques qui pourront faire vos emplettes en ville ou travailler dans votre domaine. Habituellement, ces domestiques seront beaucoup plus enchantés d'aller faire vos emplettes en ville puisque certaines actions de votre domaine risquent de les effrayer et ils risquent d'en apprendre beaucoup trop sur vos projets secrets. Même principe également pour votre épouse, la figurine à base circulaire avec des petites dents autour de sa base. Votre épouse fonctionne exactement comme un domestique. Mais selon les scénarios que vous déciderez d'utiliser, il est possible qu'on ajoute certaines possibilités à votre épouse. Et finalement, vous avez vos assistants qui, eux, doivent obligatoirement rester dans votre domaine. Ils sont terriblement louches et si vous les envoyez en ville, eh bien, les villageois risquent d'être en colère. C'est pourquoi vous préférez les garder directement dans les bas-fonds de votre domaine. En début de partie, vous récupérerez l'une de ces cartes qui représente le chef-d'œuvre, le projet de vie de votre ancêtre. Une fois que vous aurez la carte en votre possession, vous pourrez la retourner et sur celle-ci, vous pourrez constater les éléments prérequis à sa construction, à sa préparation, ainsi que les différents bénéfices que vous pourrez récupérer une fois qu'elle sera mise en jeu si vous réussissez. En plus de votre chef-d'œuvre, vous aurez l'occasion en cours de partie de récupérer des cartes expérience classées en 3 catégories A, B, C en niveau croissant de difficulté. Les cartes d'expérience A vont souvent vous donner des connaissances et quelques points de victoire. On vous demandera de payer des ressources pour les mettre en jeu. Les cartes B, quant à elles, vont également vous demander d'avoir des ressources et des connaissances sous la main en contrepartie d'avantages et de points de victoire, mais par contre, vous devrez avoir préalablement construit au moins une carte A pour mettre en jeu une carte B. Et c'est le même principe avec la carte C et la carte de votre chef-d'œuvre. Vous devrez dans ce cas-ci avoir réussi à jouer une carte A, 2 cartes B, et pour ce qui est de votre chef-d'œuvre, une carte A, 2 cartes B et 3 cartes C avant d'en payer le coût et de la mettre en jeu. Puisque les cartes expérience nous demanderont d'avoir des ressources sous la main qu'on devra débourser, eh bien je vous présente les 4 ressources principales dans ce jeu. Lorsque vous allez placer votre ouvrier dans l'un de ces lieux, vous pourrez, règle générale, récupérer l'un des exemplaires de cette ressource. Alors par exemple, juste ici, on pourrait récupérer l'un des animaux sauvages. De ce côté, un engrenage de métal, de ce côté, l'un des petits flacons mystérieux et finalement, au cimetière, eh bien, amenez votre pelle parce que vous allez déterrer des cadavres. Regardons maintenant d'un peu plus près votre domaine comme illustré juste ici. On aura donc notre quartier général où on va placer tous les ouvriers qui sont à notre disposition. Nous avons 3 emplacements que l'on peut décider d'activer en y déplaçant nos figurines. La première action est celle qui va nous permettre d'expérimenter. En cours de partie, vous aurez certainement des cartes expérience en main comme cette carte de catégorie A qui nous donne les connaissances nécessaires pour faire dissoudre un cadavre. Alors pour cela, il me faut un cadavre. Alors si je suis en mesure de payer le nécessaire pour acquérir la carte, je vais la placer près de mon plateau et j'ai maintenant accès à une carte de catégorie A. On se souviendra que ce sera particulièrement utile pour payer les prérequis des cartes de plus grande valeur. Et ça va quand même me rendre un peu fou tout de même. Ça va me monter à la tête de savoir comment dissoudre un cadavre et je vais même récupérer 2 connaissances occultes que je vais pouvoir placer ici dans ma réserve. Finalement, comme indiqué, je vais pouvoir marquer un point de victoire. La deuxième action disponible est celle des affaires courantes. Lorsque vous placez un ouvrier dans ce lieu, vous allez pouvoir piocher 3 cartes expérience de votre choix, de n'importe quelle catégorie. Vous allez pouvoir les consulter et décider parmi 2 choix. Soit vous décidez de conserver l'une de ces cartes et vous allez vous débarrasser des 2 autres en les défaussant et votre action serait terminée. Ou alors, vous décidez de vous débarrasser, de défausser ces 3 cartes pour alors, en guise de compensation, récupérer une pièce d'argent. La dernière action qu'il est possible d'effectuer sur votre plateau personnel est celle qui vous permettra de consigner des connaissances. Il en existe
4 types reliés à la chimie, la biologie, l'ingénierie et finalement l'occultisme. Chacune de ces connaissances est représentée par un cube de couleur. Ce sont les cartes de catégorie A qui généralement vont vous permettre d'en récupérer plusieurs d'un seul coup. Ces cubes seront entreposés dans votre réserve en attendant que vous décidiez, si vous le désirez bien évidemment, de les consigner sur une lettre pour les prochaines générations futures qui vont vous suivre. Lorsque vous décidez d'effectuer cette action, vous allez choisir un type de connaissance, par exemple en lien avec la chimie. Vous allez défausser un nombre de cubes de cette couleur représenté par le nombre de cubes sur la colonne suivant l'emplacement où vous vous situez. Donc, si je n'ai pas encore progressé sur la piste de chimie, on m'indique que la première progression me coûtera un cube bleu, c'est payé. Je peux donc avancer une fois et mon action serait presque terminée. Je vous donne un second exemple avant de continuer. Si je désire avancer sur la piste d'occultisme, eh bien, je vais tout simplement dépenser un cube gris pour avancer sur cette piste. Par contre, la prochaine fois où je voudrais avancer, peu importe la colonne pour ce qui est de la chimie ou de l'occultisme, eh bien, ça me coûtera 2 cubes, puis 3. Information pertinente à savoir, lorsqu'on avance sur une piste, peu importe le type de sa connaissance, eh bien ça nous donne maintenant accès de façon passive toujours à un cube de ce type. Alors maintenant, à partir de maintenant, lorsque je veux construire des cartes expérience, j'ai toujours accès à un cube bleu, même si je n'en ai pas dans ma réserve, et toujours accès à un cube gris d'occultisme. À noter que les cubes gris sont des jokers, peuvent remplacer n'importe quelle autre couleur lorsque vient le temps de payer le coût d'une carte expérience. Par contre, lorsqu'on utilise de l'occultisme pour n'importe quelle façon que ce soit pour construire ou mettre en place des cartes expérience, eh bien ça va nous rendre un peu fou. On va donc à chaque fois progresser sur la piste correspondante. Vous remarquerez également que certains avancements vont vous permettre de récupérer différentes choses. Pour ce qui est de la piste occultisme, ce n'est pas très positif. On va vous demander au début de chacune des générations d'avancer le marqueur correspondant, alors que les 3 autres types de connaissances vont vous donner accès à des pouvoirs passifs qui sont beaucoup plus intéressants. Si vous vous rendez jusqu'à la dernière case, vous pourrez aller récupérer une tuile spéciale de votre choix que vous pourrez construire dans le bas de votre plateau personnel parmi les autres tuiles que vous aurez précédemment récupérées. Une fois que vous aurez progressé sur l'une de ces pistes, car une action ne vous permet de progresser qu'une seule fois, vous aurez l'opportunité de consulter la nouvelle colonne où vous vous situez, dans ce cas-ci la colonne de niveau 1, et de défausser une carte, puisque je suis dans la première colonne, pour en piocher une nouvelle. Donc, je pourrais me débarrasser d'une carte A pour décider d'en piocher, par exemple, une nouvelle. Et si je venais d'atteindre la deuxième colonne, eh bien, je devrais me débarrasser de 2 cartes d'un type de mon choix pour en récupérer 2 nouvelles. Bien évidemment, il existe également d'autres emplacements et actions qu'on peut effectuer dans cette configuration actuelle. Par exemple, juste ici, au bureau des constructeurs, eh bien, il est possible de payer le coût de l'une de ces tuiles pour la récupérer et on viendra alors l'ajouter à notre domaine. On aura donc payé le coût de la tuile, on a les 3 premiers emplacements qui sont gratuits et les autres emplacements vont nous demander de faire un peu de démolition, on devra donc payer des coûts supplémentaires. Pour ceux et celles qui trouvent que les actions sont très limitées dans ce jeu, ne vous inquiétez pas puisque celles-ci ne sont pas statiques. Comme je vous disais en début de vidéo, vous allez être accompagné tout au long de la partie par une application. Lorsque vous verrez un jeton de grimoire ou que vous verrez cette icône apparaître sur n'importe quel élément de jeu, vous devrez vous référer à l'application qui pourra vous amener à faire des choix qui vont peut-être vous donner des avantages ou des conséquences immédiates ou peut-être même futures. Et ces choix pourraient même vous amener à changer complètement la disposition de notre plateau de jeu puisque ce livret
contient différentes pages. Il est donc possible que vous ayez décidé de construire davantage de bâtiments. Alors, votre plateau va prendre vie, mais bien évidemment, puisque les générations vont également passer et les années, eh bien, le look de votre ville va également progresser. Lorsque la dernière manche d'une génération tire à sa fin, eh bien, on va tout simplement passer à la prochaine génération de savants fous. La première génération s'éteint donc, mais pas complètement. Certaines traces demeureront à travers le temps. Je passe avec vous en revue quelques étapes parmi les nombreuses de la fin d'une génération. La première étape, c'est de regarder les expériences qu'on a réussi à accomplir dans cette génération. Le chef-d'œuvre est une catégorie à part. Alors, on ne considère pas le chef-d'œuvre dans ces cartes expériences. Je vais donc, par exemple, décider de conserver mon expérience, ici le Zeppelin de catégorie B. Ces deux cartes sont donc défaussées, mais j'ai déjà obtenu les bénéfices ainsi que les points de victoire. Ce que je vais perdre toutefois, ce sont les lettres. Alors, je devrais réussir à remettre en jeu des cartes de catégorie A si je veux éventuellement remettre des cartes de catégorie B. En gardant celle-ci, par contre, près de mon plateau personnel, de l'autre côté du plateau, il y a un emplacement précis où on peut tout simplement venir glisser notre carte de cette façon pour voir en tout temps la lettre de celle-ci. C'est comme donc si j'avais déjà en tout temps construit une expérience ou réalisé une expérience de catégorie B lorsqu'elles me sont demandées en prérequis. Par la suite, s'il me reste des cartes expérience en main, eh bien, je vais en choisir une que je vais vouloir conserver pour la prochaine génération et je vais me débarrasser de toutes les autres. Je vais également rapatrier mes ouvriers, me débarrasser de toutes les ressources que je n'ai pas réussi à utiliser, toute ma fortune également et même tous les cubes connaissances qui sont encore dans ma réserve. Mes ouvriers vont donc revenir dans mon quartier général. À noter qu'il est possible en cours de scénario de débloquer des assistants supplémentaires. Ceux-ci iront dans la catégorie, dans le petit emplacement ici, Lost. On pourra, lors de cette génération, peut-être effectuer des actions qui nous permettront de les récupérer. Une fois que c'est fait, on va également réinitialiser les pistes de folie et d'étrangeté et on va finalement consulter les cartes compulsion ici qui sont un peu comme un TOC, trouble obsessionnel compulsif qui nous demande en cours de partie des petits micro-objectifs. Par contre, en fin de génération, si on a deux de ces cartes et qu'on n'a pas réussi à régler notre TOC, eh bien on va perdre cette possibilité de micro-objectif. Donc, on va défausser les cartes, mais on aura un malus. En conséquence, on va donc récupérer une carte folie qu'on va dévoiler et cette carte va peut-être en cours de partie, en cours de génération plutôt, nous nuire terriblement. À noter que les pistes de connaissances consignés ne sont pas modifiés. Alors, on a déjà consigné ces savoirs dans la lettre que nous avons adressée à la génération suivante. Donc, la génération suivante va déjà commencer avec ses objectifs et avec également les tuiles qui ont préalablement été construites dans le domaine. Alors voilà pour ce qui était de la présentation du secret de mon père. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous afin de vous faire une idée. Bien évidemment, je n'ai pas exploré chacune des règles bien en détail. Vous devez savoir qu'il s'agit tout de même d'un jeu plutôt volumineux. L'application va rajouter une couche de complexité et de profondeur également au jeu, mais je crois que cette vidéo vous donne l'essentiel pour vous faire une idée. Si vous l'avez apprécié, laissez-moi un pouce vers le haut, communiquez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.